Salut Alexia, bienvenue dans cet épisode de What is Ops et tu vas nous parler des Ops chez Penny Lane. Alors juste un petit disclaimer, on se connaît très bien, on a travaillé ensemble, ça fait des années qu'on se connaît. On va quand même parler des Ops chez Penny Lane. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis dire un peu ce que tu as fait et ce qu'est Penny Lane? Moi c'est Alexia, j'ai 28 ans et ça fait 1 an et demi que je suis Sales Ops et Strat chez Penny Lane. Et en gros, on rentre un peu plus en détail de qu'est-ce que Penny Lane. Penny Lane, c'est une plateforme tout en une à destination des indépendants ou des directeurs financiers dans des TPE, PME pour faire tout ce qui va être toute la finance et la comptabilité. Et globalement, nous, notre force de vente est divisée en deux parties. Ceux qui vendent aux cabinets d'experts comptables et ceux qui vendent aux dirigeants. Et moi, du coup, je suis l'ops de tous les commerciaux qui vendent aux dirigeants. Et sinon, petit parcours un peu atypique. À la base, je suis pas du tout issue du monde des startups. J'ai fait toutes mes expériences pro quand je faisais des stages et alternances en marketing dans les grands groupes, en tant que chef de produit. Donc vraiment, parcours très classique à un moment. Et à la fin de mes études, j'ai décidé de tout plaquer. Et je suis partie monter une boîte pendant 2 ans qui, à la base, était une marketplace de vente d'activités de loisirs. On a pivoté pour vendre un SaaS pour automatiser les process en interne dans les hôtels. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 2 ans. Covid est arrivé. Du coup, le marché du tourisme, de l'hôtellerie se l'est pris de plein fouet. Et puis on galérait de ouf. Et du coup, on a décidé d'arrêter. Ensuite, je voulais passer du coup de l'autre côté investissement, pour un peu mieux comprendre et avoir un peu plus la vision big picture, parce que j'étais très dans l'opérationnel pendant 2 ans. Du coup, je suis partie en banque d'affaires où j'ai fait du M&A et la levée de fonds chez Tao Partners pendant quasiment 8 mois. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller chez Kima Venture, donc le fonds de VC de Xavier Niel, pendant 6 mois. C'était un stage. Et après, je suis atterrie chez Penny Lane, donc depuis 1 an et demi. Ok, très cool. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire des Ops? En gros, la première chose, c'est que j'ai adoré l'investissement et tout, mais j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, parce que toute la journée, tu parles avec des entrepreneurs, à parler du scale, à parler à quel point c'est dur, ou à quel point tout ça. Et en fait, je l'avais jamais vécu. Et du coup, je voulais absolument retourner en startup. Et en fait, quand tu viens du monde de l'investissement, en fait, c'est pas évident de repartir en startup, parce que globalement, tu sais pas coder, tu sais pas faire de design, t'as pas appris de technique de vente. Du coup, le métier traditionnel pour passer d'investissement à scale-up, grosso modo, c'est passer par les ops, parce que c'est très processé, c'est de la structuration, et du coup, ça, tu l'apprends dans ta vie passée. Du coup, je suis un peu tombée de là par hasard dans les ops, parce que c'est un métier en plus que je connaissais pas. Et voilà. Ok, et comment tu fais pour arriver sur un métier que tu connais pas forcément, donc les Ops, quand tu viens d'un parcours plus investissement et encadrement de start-up, et en fait comment tu fais la transition et comment tu deviens opérationnel dans ta vie d'Ops et comment tu te formes un petit peu. En gros, l'idée c'est d'essayer de comprendre ça pour que quelqu'un qui ait à peu près le même parcours ou à peu près le même chemin se dise, ok, mais en fait, si moi je veux aussi aller faire des Ops parce que ça a l'air trop cool grâce à tout ce qu'on voit sur What is Ops, et ben il puisse se dire, ok, bah c'est comme ça que toi tu y es arrivé. Je pense que ce qui m'a aidé en arrivant chez Penny Lane, c'est que j'ai essayé de passer le plus de temps possible avec les commerciaux. Parce que je pense que la force d'un ops, une de ses forces, qu'il doit avoir absolument, c'est une vision terrain. Et du coup, la vision terrain, c'est savoir exactement c'est quoi la vision et c'est quoi les process à date et c'est quoi la réalité. Parce qu'il y a forcément une dissonance entre les deux. Et du coup, c'est de savoir exactement la vision terrain. Parce qu'en gros, toutes les optimisations des nouveaux process, toute la strat que tu vas mettre en place et tout, si t'as pas une vision terrain de c'est quoi à date, qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait et tout, tu peux pas savoir. Du coup, je pense que quand tu arrives dans une boîte, c'est vraiment t'immerger au tout début, de comprendre vraiment il se passe quoi. Mais quand je dis il se passe quoi, c'est vraiment genre juste où va cliquer dans le CRM quoi. T'as un nouveau client, ok, tu lui dis quoi, tu cliques où dans ton CRM, ensuite t'envoies un email à qui, c'est quoi l'email, qu'est-ce que tu lui dis, quel renvoi de page tu peux lui faire, c'est quoi les questions que posent principalement les clients. Et du coup, c'est vraiment une vision hyper détaillée de chaque clic, tu dois savoir ce qui se passe pour le flow. Une fois que tu as compris c'était quoi les flows de manière globale, de manière hyper opérationnelle, c'est là que tu peux après penser, ok, comment on peut optimiser tout ça, comment on peut faire. Et du coup, ça, je dirais que c'est pas mal de bon sens quand même, et de se dire, ok, là, tu fais 4 clics, 5 clics, alors qu'en fait, ça se trouve, en un clic, c'est résolu, c'est juste qu'il y avait quelque chose qui n'était pas optimisé, ou on peut simplifier en automatisant, en enlevant. Du coup, après, c'est plus une logique de simplification ou d'optimisation qui doit arriver. Ok, et qu'est-ce que tu penses dans ton parcours passé t'a permis de aujourd'hui faire de bonnes Ops?
ma vie d'entrepreneuse et j'ai travaillé dans l'hôtellerie. En gros, quand on a fait le pivot, une des erreurs que j'avais fait dans la première partie de ma boîte, c'est de pas assez connaître mes clients. Je pensais les connaître et en fait, je les connaissais pas. Et du coup, quand on a pivoté pour vendre un SaaS pour automatiser les process dans les hôtels, je me suis dit, OK, on fait pas la même erreur 2 fois. Je connais pas le milieu de l'hôtellerie, je sais pas ça. Et du coup, je suis allée travailler dans les hôtels. Et en fait, j'ai fait pendant 8 mois, je faisais des courtes missions dans les hôtels et j'ai vu plein d'hôtels et tout ça. Et c'est là où, en fait, la réalité du terrain m'a sauté aux yeux, vu que j'étais réceptionniste, et à quel point les managers pouvaient avoir une dissonance entre la réalité et le terrain. Et on pouvait avoir des process, mais tellement cons, juste parce qu'ils étaient pensés par des gens déconnectés du terrain. Et du coup, ça faisait des aberrations. Exemple, on devait demander une caution à un de nos clients de 30 € quand on lui prêtait un parapluie alors qu'on était dans un hôtel 4 étoiles. Un hôtel 4 étoiles, le client attend du service. Moi, je me sentais tellement bête à lui demander 30 € et tout. Et du coup, je pense qu'en gros, globalement, c'est mon expérience d'entrepreneuse et dans l'hôtellerie qui m'ont après vraiment la vision ultra terrain qui est de « Ok, mais je clique où ? Je fais quoi ?» Et c'est cette maillon hyper opérationnel qui aide. Donc ça, c'est pour l'opérationnel. Et pour la big picture, je pense que c'est tout ce qui va être clairement investissement et VC parce que ça donne la vision globale, strat de où est-ce que tu veux aller. Et en fait, les ops, pour moi, c'est une liaison entre on pense des grands projets strat et du coup, la vision, la big picture, mais j'arrive à faire une corrélation de ok, mais dans le terrain, dans la vie de tous les jours, comment ça se transpose. Et en fait, c'est ces deux expériences regroupées en une. Ok, donc si je comprends bien, tu as le parcours d'entrepreneur et le fait d'avoir été sur le terrain pour faire de la découverte de besoins et d'avoir un métier qui était très opérationnel, au final, très exécutant, t'a permis d'avoir ce prisme de découverte de besoins et de découverte de ok, je dois vraiment j'arrive à comprendre et facilement capter toutes les étapes et tous les process un peu implicites par lesquels passent mes équipes terrain. Et après, la partie qui est plus investisseur, qui t'a permis de prendre de la hauteur et d'avoir aussi, j'imagine, le formalisme pour pouvoir reporter aux bonnes personnes et avoir le bon degré de reporting vu que tu les voyais plus d'un point de vue invest. Exactement. Ok, maintenant qu'on voit un petit peu mieux ce qui t'a amené aux ops, ma question, ça serait qu'est-ce que c'est les ops chez Penny Lane et qu'est-ce que c'est les ops que tu gères? Pas forcément qu'en général, mais vraiment spécifiquement ton métier d'ops, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ultra différent. Les ops selon les boîtes parce que il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc je peux t'expliquer comment c'est les ops chez PL et après pour toutes les personnes qui veulent aller dans un taf d'ops, chez nous en gros chez PL, mes ops c'est divisé un peu en deux parties. Il y a une partie qui est vraiment un volet gestion de projet. Du coup ça va être clairement quels OKR de boîte on va mettre en place pour l'équipe commerciale pour en fait faire en sorte de maintenir la croissance et tout ça. Donc par exemple on a lancé un nouveau canal d'acquisition, l'outbound. Ça c'est un projet qu'il faut mener de A à Z qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc tu as des gros volets gestion de projet, quels sont tous les projets que tu fais dans la vie des commerciaux et un volet analytique. Et ce volet analytique ça va être quelle est la performance des commerciaux à l'échelle globale, à l'échelle individuelle, c'est quoi les segments où on performe le plus, le moins bien. Il y a un volet gestion de projet et un volet analytique. Et en gros, à chaque fois, il y a toujours une composante strat et une composante opérationnelle de c'est quoi la direction et comment dans la vie de tous les jours des commerciaux ça s'implémente et comment j'optimise le quotidien des commerciaux. Mon leitmotiv tous les jours, c'est les commerciaux sont mes clients, comment je fais pour faire qu'ils vendent toujours plus. C'est ça ma big picture. Ok. Et du coup, est-ce que chez Penny Lane, les ops, ils sont très orientés sales ops, donc sur la vie des commerciaux, ou est-ce que vous avez aussi des ops qui sont plus larges? Du coup, ça va faire la liaison avec, en gros, comment tu choisis un peu la structure où tu veux aller. Chez Penny Lane, en gros, quand tu es une équipe d'ops, tu as deux manières d'être intégré dans une boîte. Soit tu as un département ops, tu as ton département ops qui est totalement indépendamment des autres départements. Ils sont entre eux et bien sûr que tu peux être attaché avec des sales, avec du marketing, avec tout ça. Ça, c'est la première version qui est globalement la plus commune dans le monde des startups. Et nous, chez Penny Lane, on a un autre fonctionnement qui est que les ops sont directement rattachés dans les équipes métiers. Concrètement, ça donne quoi? Moi, j'ai un manager qui manage toute la team Ops. Et en fait, lui reporte directement à notre directeur commercial. Et du coup, tous les Ops sont dans les équipes métiers. Donc, on a Sales Ops, on a partie Customer Success, on a l'équivalent du Customer Success mais pour les experts comptables, on a la finance, un peu le marketing aussi et du coup les ops sont dans les équipes métiers. Et en fait ça c'est hyper important parce que ça change beaucoup de dynamique et du coup en gros ma reco quand on se pose la question de rejoindre une boîte c'est de se poser est-ce que c'est une boîte qui a une ADN ops? Exemple boîte comme Deliveroo, c'est une boîte d'ops, c'est trottinette électrique, c'est des ops parce qu'en gros il y a énormément de petits trucs qu'il faut optimiser avec ok tes trottinettes où est-ce que tu vas les recharger, comment tu les récupères, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Ça, c'est forcément dans les boîtes, les ops sont au cœur du métier parce que c'est des enjeux d'optimisation à grande échelle. Donc, il y a un peu ça. Il y a à se demander où est-ce que sont rattachés les ops.
Est-ce qu'ils sont rattachés à ton directeur commercial ou est-ce qu'ils sont rattachés à un RevOps? Donc ça, c'est hyper important. Et la troisième grille de lecture, c'est que selon la taille de la boîte, les ops n'ont pas le même job. Quand tu es dans une petite boîte, une quinzaine ou une vingtaine de personnes et que tu as un ops, l'ops va être un peu un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il va devoir un peu savoir tout faire. Plus la boîte va grandir et plus, en fait, c'est normal, tu as de la segmentation du travail. Et du coup, maintenant, par exemple, au sein de notre équipe ops, on a quelqu'un qui est un ops dédié pour le tooling, un ops qui est dédié pour le sales enablement et moi en coordination de toute l'équipe SMEs. On est moins couteau suisse que quand Penny Lane avait 30 employés, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien chez Penny Lane? On est 350. Ok, hyper clair. Et aujourd'hui, si tu devais parler ou discuter de choses où vous avez l'impression que vous avez vraiment un bon niveau en ops chez Penny Lane ou des trucs remarquables que vous avez pu faire, ça serait quoi? Un truc que je peux te parler, je pense que c'est plus l'outbound, parce que c'est un projet qui m'a marqué. Du coup, nous, Penny Lane, on est plutôt une culture d'inbound en termes d'acquisition de clients. Juste inbound, outbound, si tu peux préciser pour Ouais. les gens qui... Carrément. En gros, pour l'acquisition de nouveaux clients, globalement, il y a 3 manières, on va dire, de faire. L'inbound, c'est qu'en fait, les gens viennent directement à nous. Qu'en fait, ils vont sur notre site internet, ils remplissent le formulaire de démo pour avoir une démonstration de notre plateforme. Outbound, c'est quand on contacte nous proactivement des clients. Et après, on va avoir tout ce qui va être partenariat. Et du coup, nous, on est plutôt une boîte d'inbound, donc les gens venaient plutôt à nous, historiquement. Et même encore maintenant, on a vraiment de la chance. Mais on s'est dit, OK, maintenant, il est peut-être temps d'ouvrir un nouveau canal d'acquisition et d'aller sur l'outbound. Et en gros, je te parle de ça parce que ouvrir un nouveau canal d'acquisition, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours et du coup, c'est un peu un projet important. Donc en gros, on décide de lancer l'outbound du coup l'été dernier et en fait, t'as d'ops, tu contactes qui, tu fais quoi, c'est quoi tes process, est-ce que tu as besoin d'outils en particulier, est-ce que tu adaptes ton discours de vente, c'est quoi les targets pour tes commerciaux, c'est quoi les variables. Enfin, t'as tout à construire et t'as tout à penser en tant que ops là-dessus, quoi. Ok, et quand tu arrives sur un truc de on ouvre l'outbound, c'est quoi tes premiers réflexes ou tes premières questions pour pouvoir structurer tout ça? En gros, j'ai fait une grosse phase où je me suis dit, OK, l'outbound, il y a plein de boîtes qui le font. Du coup, il faut toujours, bien sûr qu'il faut personnaliser pour nous, mais on va aller chercher aussi des best practices dans d'autres startups. Et du coup, j'ai fait le tour de pas mal de boîtes. Et du coup, je remercie tous les ops qui m'ont aidé à ce moment-là. Mais en fait, j'ai demandé à plein de boîtes qui sont plus avancées que nous, OK, comment ça se passe l'outbound chez eux, comment ils processent ça, comment ils pensent les nouvelles choses. Du coup, ça a été beaucoup de demandes auprès de la communauté, qu'est-ce qu'eux font dans les autres boîtes. Et ensuite, ça a été beaucoup de terrain. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais un peu la vision de comment un peu ça se passait, c'est comment on le transpose chez nous. Et du coup, OK, mise en place des nouveaux outils. On fait un petit process qui est très simple. Au début, globalement, c'était de se dire, on connaît nos clients, un peu notre base historique, notre ICP client. Chez nous, chez Penny Lane, ça va être clairement les entreprises qui peuvent être des startups parce qu'on bénéficie de la notoriété dans l'écosystème. On sait très bien qu'on fonctionne bien, par exemple, avec les restaurateurs, parce qu'on a beaucoup d'intégration avec les caisses de vente. Donc en fait, on connaissait 2-3 segments comme ça de clientèle, où on connaissait un peu le discours, ce qui fonctionnait, parce que comme je t'ai dit, on a les intégrations, tout ça. Et du coup, OK, donc tu te dis, on cible ces personnes-là, on crée un petit process simple de comment on va aller les avoir. Ensuite, on se dit, OK, il nous faut des numéros de téléphone, des emails et tout ça. Donc on s'équipe d'outils qui permettent ça. Et ensuite, on commence simplement à y aller. Et l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible sur le terrain, live du process, parce que c'est dans ce moment-là qu'en fait, une fois que c'est live, que commence la boucle pour itérer. Parce qu'en fait, tu vas apprendre en marchant. L'objectif, c'est d'apprendre d'itérer très vite. Et en l'occurrence, nous, ça s'est fait sur cet été, un été. Et en fait, j'étais avec les commerciaux et tous les matins, j'étais avec eux. On était dans une salle spécifique qui s'appelait la Micro-Cage au Lyon pour l'anecdote. Et en fait, l'objectif, c'était de juste, ils me disaient, OK, là, ça va pas, là, j'aimerais ça, là, à ce moment-là, je ferais ça. Et en fait, mon job, c'était de se dire, OK, comment je fais pour répondre à ta problématique et tout ça. Et petit à petit, c'est l'effet de boule de neige. Et en fait, tu commences à itérer, à mieux comprendre ton process et à mieux comprendre à traitement des objections parce que c'est pas la même attitude commerciale et tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, tu as un process qui se développe, quoi. Et du coup, quand vous avez mis ça en place, est-ce que c'est les mêmes sales qui faisaient de la vente d'inbound qui sont retrouvés sur ces missions-là? Est-ce que vous avez fait venir des sales qui étaient beaucoup plus issus de l'outbound et qui ont aidé à structurer ça? Comment ça se structure? Alors nous, en gros, chez Penny Lane, on a beaucoup une culture de il faut tester et tester très rapidement. Et du coup, vu qu'on ne sait pas est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner et tout, on va pas embaucher des nouvelles personnes. Donc en gros, c'est des commerciaux qui étaient en interne, qui ont commencé
commencé, ils ont été détachés de leurs équipes pendant une courte durée. Ils sont allés tester à temps plein. Pendant l'été, on n'a pas du tout externalisé, on a tout fait en interne. On voulait comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les problématiques, quelles sont ça, et juste aussi tout simplement prouver est-ce que ça fonctionne, parce qu'on l'avait jamais fait. Du coup, est-ce que oui ou non? Et globalement, ça a été tout le mois de juin-juillet, prouver le modèle. Globalement, fin juillet, on dépasse même les objectifs qu'on s'était fixés. Donc de manière actée, on se dit on a atteint les objectifs. Et nous, notre objectif, c'était clair, c'était un nombre de démos bookées dans l'agenda des AE, des accounts exécutifs. Donc on atteint ces targets. On se dit ok, c'est bon. On se dit on a compris beaucoup de choses. Et maintenant qu'on a compris, qu'on a fait, on l'a fait en salle, parce qu'il fallait apprendre. Donc on était clairement, on s'est détaché de notre CRM, on s'est détaché de tout ça. On a fait dans un fichier Excel parce que l'objectif c'était d'aller vite, de faire tout ça et de pas être bloqué par des outils, des trucs comme ça. Une fois que tout est prouvé, qu'on a appris, ok, on se dit septembre, maintenant il est temps de penser un peu plus grand, un peu plus scale, maintenant qu'on a appris. Et du coup, c'est comment on réintègre dans notre CRM, comment on fait pour refondre les process et simplifier. Et là, par contre, à partir de septembre, étant donné qu'on avait appris des choses, on s'est dit on va externaliser l'outbound de deux manières, par des gens qui vont faire de l'outbound des calls, donc des BDR externalisés, et également une agence de grosses pour nous aider à aller beaucoup plus vite dans l'emailing et tout. Mais du coup, on teste en interne avec les moyens du board de manière simple et tout, si ça fonctionne. Une fois qu'on prouve le modèle, seulement on met plus de moyens et du coup, on embauche, on externalise et tout. Et est-ce que c'est une méthode qui vient plus de la culture? Tu vois, parce que tu pourrais avoir deux approches qui seraient de dire, ok, je passe par des experts qui vont tester le modèle, et puis après on voit comment on l'internalise. Vous avez une approche de, on fait ça en interne, on voit déjà ce qu'on peut faire en interne, pour derrière avoir une idée du potentiel, et donc pouvoir structurer ça pour que ça puisse passer à l'échelle. Comment il se fait un peu cet arbitrage? Alors moi je me dis, alors ça c'est ultra perso, mais moi je me dis juste, si tu passes par des experts, si tu passes par des gens, c'est des gens qui sont extérieurs à toi, ils connaissent pas ton produit, ils connaissent pas tes process, ils connaissent pas le discours de vente, ils connaissent rien de tout ça. T'es obligé de leur donner un peu des guidelines ou des choses comme ça. Je vois pas comment tu peux leur donner des guidelines si toi-même tu ne sais pas faire le travail. Et si t'as pas prouvé tout ça. Et du coup, en gros, bien sûr qu'ils peuvent t'apporter des choses et tout, mais je pense que c'est hyper important avant de... C'est comme du management, c'est comme tout, avant de déléguer, au moins un peu comprendre et savoir, surtout pour des sujets aussi important que ça. Peut-être que pour des autres petits trucs, ok, mais là, quand tu veux lancer un nouveau canal d'acquisition, un nouveau truc, t'es obligé à un moment, toi, en interne, de comprendre. Parce que, en fait, l'agence, tout simplement, avec qui t'externalises, sinon, ils peuvent déjà t'en papaouter, t'en sauras rien. Donc, hyper important de comprendre pour aussi un peu les driver, les encadrer, leur donner un peu des informations, des choses. Et du coup, pour ça, il faut déjà que toi-même, tu saches un peu, quoi. Ok. Dans tout ce process, tu as dit que tu avais sorti des membres de leur équipe, de leur process et de leur flow pour faire votre salle de la cage au lion. Comment ça se passe derrière en termes de management? Comment ça se passe en termes de suivi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en isolation? Est-ce qu'il y a quand même l'implication, je ne sais pas si vous avez un VP Sales ou un Head of Sales qui doit donner son input dessus? Ou est-ce que vous êtes un peu en autogestion avec Team Ops, Team Sales pour quel truc? Alors, il y avait clairement un manager pour cette équipe et ça, en fait, c'est hyper important de le souligner. On est Ops, on n'est pas manager. Ils avaient un manager, ils étaient encadrés. C'est lui qui va faire le suivi vraiment de c'est quoi la perf, c'est quoi tout ça. Et nous, notre travail d'Ops, c'est vraiment plus d'être une épaule et une aide pour le manager. Donc ça veut vraiment lui dire, pour qu'il puisse monitorer la performance des commerciaux, en fait, lui, il va va challenger les commerciaux, mais il a besoin de toute l'infra, donc de tous les dashboards et les reporting. Ça, nous, Ops, c'est nous qui allons lui fournir pour qu'il puisse faire. Et après, on va itérer sur, ok, c'est quoi les KPIs qu'on veut regarder et tout. Tous les process, nous, bien sûr, à chaque fois, on propose des process, mais c'est de la co-construction et surtout pas que les ops fassent en vaste clos. Donc, à chaque fois, tous les projets, toutes nos façons de fonctionner, c'est vraiment un binôme avec les managers et ça, c'est hyper important de le souligner parce qu'on n'est pas les managers et on ne le sera jamais. On est plus les petites mains qui mettons de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne et être un support. Et du coup, sur la partie préparation, comment ça se structure? Est-ce que sur la préparation, déjà le manager, est-ce que c'est directement le Head of Sales qui monte en management sur ce genre de commando? Est-ce que c'est un manager qui reportait au Head of Sales qui monte sur ce genre d'opération? Qui tu mets dans la salle pour structurer un projet comme ça? Et qui tu mets dans la salle pour créer ce genre d'initiative? Ça dépend du projet, ça dépend de l'importance du projet. Alors pour l'outbound, vu qu'on lance un nouveau canal d'acquisition, c'est vraiment un projet très très strat. Du coup, pour le coup, c'était notre CEO, le directeur commercial et bien sûr les managers commerciaux. Là, c'est vraiment tout le monde.
Mais ça, dans 1 an et demi chez Penny Lane, c'est la première fois que j'ai vu vraiment tout le monde, parce que là, c'était vraiment un gros projet très important. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, globalement, on a des managers de chaque équipe. En fait, l'équipe SMIs, donc qui vend aux dirigeants, elle est composée de 4 équipes. Les BDR, donc ceux qui vont faire de la chasse proactive pour booker des démos. Les SDR inbound, donc ceux qui font les qualifs, donc tous les leads viennent inbound. Les SBS, c'est ceux qui en gros font, on appelle du one-time closing, c'est en fait essayer de closer les gens en direct au téléphone. Ça va être les toutes petites structures, par exemple les indépendants, c'est une boîte de moins de 5. Et ensuite, on a les AE, donc c'est eux qui sont en charge de closer les deals. Du coup, à chaque fois, il y a un middle manager et ensuite, il y a quelqu'un qui dirige, un manager qui dirige toute la team SMEs. Et généralement, moi, je traite tous les jours avec les middle managers et ce manager qui chapeaute toute la team SMEs. Donc ça dépend, globalement, ça dépend de l'importance des projets, mais pour sûr, 100% des projets que je mène doivent avoir les managers impliqués. Et sur chantier, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence dans votre exécution, dans votre préparation, ou même dans votre itération pour avoir une mission qui a un succès et que ça soit, tu vois, que ça dépasse un peu la moyenne, voire totalement? Critère numéro 1, c'est les commerciaux, parce que c'est eux qui appellent, c'est eux qui envoient des mails, c'est eux qui font le taf, c'est eux qui mettent l'intensité, qui mettent tout le taf. Donc clairement, c'est eux en priorité avant tout. Et manager, parce que c'est lui qui est là pour les chapeauter au quotidien. Ça, c'est indéniable. C'est le critère numéro 1 et sans eux, il n'y a rien de ça. 90%, 95% du taf, c'est ça et tout. Et moi, c'était juste, je pense que ce qui aide après, c'est les 5% restants. Je pense que d'avoir rencontré des ops d'autres boîtes, ça a aidé, parce que ça a permis de donner un peu une vision de, OK, comment ça se passe dans les autres boîtes. Exemple, on te dit, OK, tu vas démarcher des gens. OK, mais tu fais quoi? Tu vas où? Tu contactes qui et tout? Et par exemple, c'est avec un ops d'une autre boîte où on s'est dit, OK, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre ta base de clients historiques, la matcher avec la base Tyrène et de te dire, OK, c'est quoi tes taux de pénétration par segment d'activité? Et en fait, déjà, c'est là où tu te rends compte où est-ce que tu es bon et où est-ce que, en fait, tu n'es pas bon, mais par contre, il y a un potentiel de marché énorme. Et en fait, déjà, ça te permet de donner une clé de lecture et tu te dis, bah, OK, en fait, on est très bon sur les restaurateurs. Bon, bah, c'est peut-être là où, en fait, il faut y aller à fond. Et en fait, ça te donne du chiffre. Et du coup, je pense que les 5% récents, c'est l'aide de la communauté qui a permis d'avoir une vision de comment, dans d'autres boîtes, ça fonctionne l'outbound, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, pour un peu se dire, OK, on va donner la vision. Et quand tu as ta vision globale et que tu as aligné les gens sur un peu comment on va faire l'outbound de manière globale, et si on veut quoi invertant, bah, en fait, après, c'est un rétro-planning inversé. C'est OK, bah, qu'est-ce qu'on met chaque petite brique de tous les jours pour atteindre cette vision. Ok, donc là on a vu comment tu préparais ton plan, on a vu comment tu fais l'exécution et en gros comment tu itères rapidement. Mais comment est-ce que tu arrives à passer de j'ai ça dans ma tête à le premier jour où tout le monde est sur le pont, que chacun sache ce qu'il doit faire, que chacun ait bien les outils configurés et en fait un peu les 2 premiers jours de flottement avant que ça soit, tu sois rattrapé un peu par les problèmes quelque part. Alors, je pense que ça, c'est ultra perso parce que c'est ma manière de fonctionner. Et moi, je suis très visuelle. Moi, ce que je me dis, c'est je me mets à la place d'un commercial et en fait, je visualise. Et en fait, je me dis, OK, si demain, bah, en fait, exactement, si on reprend l'exemple de l'outbound, demain, en fait, on te dit, tu fais de l'outbound. OK, tu arrives en daily, on te dit, tu fais de l'outbound. Je me mets à la place d'un commercial et je me dis, OK, je dois faire de l'outbound. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je clique? Où est-ce que je dois appeler? Je veux trouver le numéro. Où est-ce que je trouve le numéro? Je veux trouver l'email. Je fonctionne énormément par visualisation, mais vraiment au détail de je visualise dans ma tête quelles sont toutes les actions qui doivent être faites. Je les liste, mais décortiquées étape par étape. Et en fait, quand je fais de la gestion de projet, je fais c'est quoi toutes les étapes et tout. Je les liste. Et du coup, je me dis, quelle est ma réalité et où est-ce que je veux aller? Du coup, par exemple, au tout début, on n'utilisait pas notre CRM parce que c'était trop complexe. Donc, ma vision, c'est je n'utilise pas à date mon CRM. Ma vision cible, c'est j'utilise mon CRM et mon CRM est totalement intégré dans mon quotidien. Donc, ma vision cible, ma vision ça, ok. Maintenant, si je visualise quelles sont toutes les étapes pour arriver de je n'ai pas ça à ça devient mon quotidien, ça c'est mon delta. Et ensuite, je me dis, ok, maintenant j'ai mon delta, je sais tout ça. Et en fait, après, c'est un rétro-planning inversé qui est ok, je veux arriver à telle vision, je sais que je dois faire telle et telle étape. Comment je fais maintenant pour la faire ça? Bah, en gros, ça veut dire que il faut que je commence à réfléchir comment je vais faire dans Salesforce. Du coup, il va falloir que je fasse un meeting, un rendez-vous avec l'équipe en charge de notre CRM. Ça veut dire qu'il va falloir que je pense, ok, il faut qu'on fasse en sorte d'avoir les bons outils pour eux. Ok, mais du coup, si tu as les bons outils, ça veut dire qu'il faut aller contacter la personne pour la licence. Une fois que tu as la licence, j'ai ma licence, bah, en fait, ils vont pas savoir utiliser les outils. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir prévoir un playbook de formation. Donc, qui dit prévoir un playbook de formation, ça veut dire que ça va être sur Notion. Ok, Notion, je vais faire aussi des looms. Ok, dans mon planning, il faut que je prévoie, j'ai des looms, d'accord. Et en fait, tu sais que ta date butoir, par exemple, c'est tout ça doit être fait le 15 du mois parce que le 15 du mois, c'est ma formation pour mes commerciaux. Si je veux que mes commerciaux soient formés le 15 du mois, ça veut dire qu'il faut que j'ai les bons outils, qu'ils soient paramétrés pour eux, que j'ai mon playbook de formation, que j'ai fait mes slides de formation
pour qu'il soit formé le 15, pour un rollout à la limite le 20, parce que tu te laisses une marge de buffer de temps, parce qu'il peut se passer plein de choses qui font que le 15, il y avait quelque chose. Donc c'est de la visualisation. C'est quoi ma vision cible et qu'est-ce que je dois tout faire pour arriver à ma vision cible? Je me dis, où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que je veux être? Mon delta. Et rétro-planning inversé pour décomposer toutes les étapes en pensant au buffer, parce que ça, c'est comme quand tu refais ta cuisine chez toi, t'as toujours un problème de livraison, t'as toujours un tuyau que t'avais pas vu, t'as une fuite d'eau qui arrive et du coup ça décale tes projets et ça te fait que t'avais des trucs pas prévus. Du coup le buffer est important. Et comment tu le setup le buffer? C'est du doigt mouillé, c'est de l'instinct? Buffer c'est 15%, 15-20%. En gros généralement moi ce que je me dis c'est je me dis dans ma tête, parce que je sais que ça c'est de la vision opérationnelle, et du coup toujours l'importance, je sais que créer un notion de process ça va me prendre 30 minutes. Ok, bah, si je sais que ça va me prendre 30 minutes, dans ma tête, je me dis 30. Et après, je me dis, ça me met 30. Non, buffer, 20%, il peut se passer un truc. Ok, je me prévois 45 minutes dans mon agenda. Ok. Et si maintenant on bascule plus sur des sujets qui ont soit été difficiles chez vous, soit ça peut être aussi des sujets que vous avez expérimentés et puis vous êtes arrivé à la conclusion que c'était soit pas le bon moment, soit pas adapté à votre boîte, soit que, en tout cas, la façon dont vous le prévoyez, ça marchait pas. De quoi tu parlerais un peu chez Penny Lane? Il y en a tellement. J'ai un projet en tête. Je peux peut-être pas rentrer tout dans les détails et tout ça, mais globalement, c'est la vision cible qu'on veut aller sur le très long terme. Je pense qu'on a minimisé l'opérationnel et le travail que ça devait demander. Et en fait, c'est un projet qui, par exemple, nécessite en l'occurrence une data quality, un clean de la donnée qui doit être impeccable. Mais genre impeccable de chez impeccable. Et en fait, à l'occurrence, nous, on a changé de CRM il y a 1 an et demi. Du coup, il y a plein de trucs où on s'améliore et tout. Mais un changement de CRM, forcément, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'impact. La donnée, c'est une ancienne manière de structurer notre base de données qui va changer et tout ça. Et je pense qu'on a sous-estimé ce travail. Et du coup, en fait, on avait toujours ce truc de il faut faire ce projet, il faut faire ce projet. Ouais, mais en fait, pour y arriver, c'est clair que ce sera avec énormément d'impact. Mais on ne peut pas le faire à date parce qu'il faut une donnée parfaite. Et le problème, c'est de se dire ok, ce projet est très bien, mais c'est quoi l'incrémental business que ça va nous rapporter? Est-ce que c'est un nice to have ou est-ce que c'est un must have pour en fait faire notre BP? Et en l'occurrence, je pense que ce projet est hyper intéressant. Il va apporter de la valeur en mode waouh, c'est cool Penny Lane, mais je pense pas que ça nous rapportera plus de clients en tout cas à court terme. Ok. Et comment vous faites un peu cet arbitrage? De vous dire, ok, est-ce que vous avez fait un test et puis vous avez expérimenté pendant 1, 2, 3 semaines et vous vous êtes rendu compte que c'était trop compliqué? Est-ce que au moment où vous posez le plan, vous vous rendez compte que les maths sont pas bonnes et donc on roll back? Ça, c'est un peu une matrice qui est faite, j'avoue, inconsciemment. Mais en fait, si tu te dis, ce projet-là, c'est quoi tes critères de succès? Tes critères de succès, en l'occurrence, tes numéro 1, c'était il faut que ta data soit clean parce qu'en fait, c'était en gros l'un des projets en restant très vague, c'était une manière de visualiser notre donnée. Et du coup, critère numéro 1, c'est qu'il faut que la donnée soit propre. Je mets des pincettes, hein. Mais en gros, il peut être encore optimisé au niveau de la qualité et tout. Ok, ça représente quoi comme taf de faire en sorte d'être à 100%? C'est très bien que les CRM, on n'est jamais à 100% et tout. Ah bah en fait, le taf est énorme. Ok, le taf est énorme. C'est quoi en fait après ton ratio gain par temps passé? Et en fait, c'est toujours en fait un ratio que tu fais. Tu te dis versus le temps passé que des équipes, de l'implication, des enjeux potentiellement techniques, donc temps humain et coût technique versus gain. Et gain, c'est clairement MRR. Et en fait, tu fais un ratio et tu te dis, bon, bah, il y a peut-être d'autres projets qui demandent peut-être un peu moins de travail et qui peuvent faire gagner plus de MRR. Bon, bah, en fait, tu le priorises. Et comment vous gérez un peu cette priorité? Vous avez une espèce de queue de projets et puis en fonction de comment vous les évaluez, vous les remettez un peu dans la liste et ça pop? Ou est-ce que vous avez, à chaque fois, vous dites, OK, on repart d'une feuille vierge, qu'est-ce qu'on veut mettre comme projet? Non, ouais, exactement, on a une roadmap. En gros, on essaye chaque début de quarter, on liste tous les projets qu'on a en tête et on se dit, OK, dans un monde idéal, c'est quoi tous les projets qu'on voudrait faire pour faire en sorte que l'équipe commerciale soit ouf. Et après, on se dit, OK, ça c'est la liste du Père Noël. En l'occurrence, nous, on avait demandé aux commerciaux, à toutes les équipes, qu'est-ce qu'eux en pensaient, est-ce qu'ils voyaient d'autres projets, parce qu'encore une fois, et j'insiste, les apps, c'est de la co-construction, c'est pas la dictature, c'est vraiment de la co-construction parce qu'il faut que les gens soient imprégnés. Et du coup, ils nous donnaient leurs inputs et ensuite, tu te dis OK, ils te disent est-ce qu'il y a des choses ils voient plus ou moins prioritaires. Et ensuite, du coup, on a défini qu'est-ce qui est des must-have et qu'est-ce qui sont des nice-to-have. Donc, c'est en gros qu'est-ce qu'on doit absolument faire et ça, on se dit que c'est non négligeable. Et quels sont les trucs où on se dit OK, si on a du temps ou en plus, et voilà, ça, on pourra le faire. Et du coup, tu priorises comme ça. Et en fait, tous les quarters, on réévalue parce qu'il y a énormément de changements, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a
des projets aussi qu'on a faits. Du coup, maintenant, une fois qu'ils sont faits, on peut passer à d'autres choses et tout. Hyper cool. Est-ce que tu as un mot un peu de conclusion sur les ops ou un message que tu voudrais faire passer autour des ops? Ce que je trouve cool, c'est que c'est ultra stimulant intellectuellement. Et genre que tous les jours, c'est des nouveaux défis où tu te casses la tête. Enfin, ton job, c'est en fait de résoudre des problèmes au quotidien. Et du coup, c'est très stimulant intellectuellement. Mon challenge du moment, et qui est ultra dur, c'est dans une boîte qui scale, comment tu fais pour arriver à faire des choses simples. Parce qu'en fait, c'est très facilement, tu tombes sur ça devient complexe. Et en fait, les meilleurs process, les meilleures choses que tu implémentes dans les équipes, c'est quand tu arrives à trouver des trucs simples. Et en fait, faire des trucs simples, c'est dur. Et du coup, ça, c'est un peu mon truc du moment. Mais en tout cas, si tu cherches un job qui te stimule intellectuellement, où chaque jour c'est différent et tout, le job d'ops, c'est vraiment très cool. Merci. Merci.